Alors, je vais être en complément de ce que vient de vous dire Sébastien. Je vais vous faire une toute première et très provisoire, je mets énormément de guillemets, restitution des rencontres qu'on a organisées. On a fait 4 rencontres avec les lycéens, on en a fait une dizaine d'autres, on en a 4 cette semaine et on va continuer jusqu'en juin. Donc nous, on est au milieu du gué, on est loin, la convention est en train de finir. Nous, on est à peu près à la moitié. On a rencontré plus de 500 personnes et on a eu quasiment une trentaine d'heures de débat, donc je ne vais pas en 4-5 minutes vous résumer ça dans cette richesse, je vous brosse juste le portrait. Pour vous dire, premièrement, comment on les a conçues, ces rencontres, puisqu'on est en train de réfléchir aux conditions du débat. Comment mettre en place un débat qui tienne la route. On l'a voulu informer, partager, diversifier, ouvert. Informer, c'est qu'on a créé écrit et rédigé avant de se mettre en route un dossier documentaire d'une 20aine de pages et à chaque fois on l'a reprécisé au début des débats. Quel est le cadre légal français actuel? Que dit précisément l'avis du Comité national d'éthique? Et quelles sont les législations dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie? Et ça a permis, ou le suicide assisté. Et ça a permis des débats qui partaient sur une base informée et partagée, et ça a été très important. Ensuite, un débat partagé, on a évidemment travaillé avec nos partenaires, on a fait une rencontre avec l'URIOPS, on va en faire une avec la FEAP, avec France Asso Santé, je l'espère dans les semaines qui viennent, et on s'est aussi appuyé sur les structures d'éthique qui existent en Île-de-France. On a, dans le cadre de notre observatoire, piloté par Anne-Caroline Claus-Verdreau, on a identifié plus de 130 structures d'éthique, des comités d'éthique hospitaliers locaux, et on s'est beaucoup appuyé sur eux pour organiser des rencontres dans des hôpitaux, notamment à Bretonneau, à Beaujon, à Tenon, et dans d'autres qui vont venir. Ensuite, diversifier. Alors, il y a eu des lycéens. À l'autre bout de la vie, on est allé dans un EHPAD à Montreuil. On a rencontré des résidents d'EHPAD, des soignants d'EHPAD, des familles, et puis des soignants, des malades, vendredi, des bénévoles. Il y a quelques personnes qui participent à la convention citoyenne qui étaient là et qui ont pu en dire quelques mots, et c'était intéressant. Donc, c'était des profils très diversifiés. Ouvert enfin, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois au début du débat rappelé la question que la Première ministre a posée à la Convention citoyenne, faut-il ou non faire évoluer le cadre légal? Et donc on n'a pas restreint, nous, d'emblée, les débats à la question d'une évolution du cadre légal sur l'aide médicale à mourir, mais on a laissé les citoyens débattre en fonction, avec la focale qui leur paraissait pertinente. Alors, pour vraiment aller à l'essentiel et vous dire les principales conclusions qu'on en tire, mais alors encore une fois, provisoires, qui vont évoluer, qui seront amenées à se nuancer. La première chose, c'est que, alors qu'on y allait parfois avec une certaine appréhension, on a eu partout des débats apaisés, nuancés, respectueux, et quand il y a des désaccords qui se sont exprimés, ils se sont exprimés dans des formes respectueuses. C'est comme si tout le monde était en train de se rendre compte que le débat est objectivement complexe, et que même si on a une opinion ou une position, comme le disait Paul Loup, on sent bien en nous que c'est complexe et qu'il n'y a probablement pas de réponse simple à cette question. Ensuite, sur les positions, on a le sentiment, mais encore ne radicalisez pas ce que je dis, je vais y mettre beaucoup de nuances. On a le sentiment que les personnes qui se projettent, qui ont participé au débat, lorsqu'elles se projettent dans le fait d'être elles-mêmes un jour en situation de fin de vie, sont plutôt, beaucoup de prudence, sont plutôt en faveur d'une évolution du cadre légal. Mais elles sont très vigilantes et elles sont inquiètes d'un certain nombre de choses. 1, il faut une demande persistante. Est-ce qu'on est sûr que c'est ce que veut vraiment la personne? 2, est-ce qu'il n'y a pas de pression? 3, elles reconnaissent que certains médecins peuvent ne pas vouloir, et la clause de conscience, ça leur parle énormément. Et aussi, un énorme point de vigilance sur 2 situations, les personnes ayant des troubles psychiques, évidemment les mineurs et a fortiori les enfants. Et par ailleurs, ces personnes qui se projettent dans une fin de vie possible pour elles-mêmes ou pour leurs proches, elles envisagent aussi, quand elles parlent d'une évolution du cadre légal, à la différence du Comité national d'éthique, elles ne mettent pas en avant la valeur d'autonomie et l'idée que ce serait un droit ou une liberté à conquérir. Elles insistent plutôt, si on reprend les vieux termes de la bioéthique, sur une notion de bienfaisance. Et elles insistent sur une souffrance à soulager.
Et ça nous a surpris, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des revendications de droit ou de liberté. En fait, ce n'est pas le principe d'autonomie qui sort comme ça le plus spontanément dans les débats. En tout cas, qu'on a eu jusqu'à présent, ça va peut-être changer, hein. Mais c'est une préoccupation pour la souffrance à essayer de soulager. Et bien entendu, ça fera le lien avec ce que je vais dire juste après. Du côté des soignants, en tout cas du côté de ceux qui soignent et qui se projettent dans une situation où ils seraient soignants avec une possible évolution de la législation, on a un certain nombre de questionnements, d'interrogations, de réserves et parfois d'oppositions vives, voire extrêmement vives, à une évolution du cadre légal. Mais ça dépend beaucoup des spécialités. Selon la spécialité médicale que vous exercez, ça peut diverger. Je ne dis pas que tous les neurologues pensent comme le médecin qui s'est exprimé tout à l'heure, ou que tous les paléontologues pensent exactement comme Vianney Mourmand, mais Vianney Mourmand est unique, donc c'est pas possible. Mais il y a des nuances, ça dépend des spécialités quand même. Et par ailleurs, on sent qu'il y a un certain nombre de soignants que cela heurte profondément l'idée de participer d'une façon ou d'une autre à quelque chose qui va aboutir à un décès où ils auraient pu jouer eux-mêmes un rôle. Mais il se pose, et ça on l'a vu chez les lycéens, on l'a vu dans d'autres débats, une question que nous on n'a pas beaucoup vue dans la littérature, qui est celle de la justice, de la juste répartition parmi les soignants de cette mission qui pourrait être confiée par la société à la médecine et à certains soignants, de ce rôle d'apporter une aide médicale à mourir, qu'elle prenne la forme d'une participation à une aide au suicide ou qu'elle participe d'une euthanasie. La question qu'on a entendue parfois, c'est comment on organise le fait que ce ne soit pas une spécialité en particulier, et suffisant garde les soins palliatifs, à qui on demande d'assurer l'entièreté de la charge de cette aide médicale à mourir si elle devait être légalisée. Donc, j'entre pas plus en détail, mais cette question de la justice, je la souligne parce qu'on ne l'avait pas vue, nous, dans d'autres débats. Là, j'insiste un tout petit peu sur les désaccords, mais malgré tout, il y a des points de consensus très forts. Le premier point de consensus, c'est que tout le monde nous a énormément parlé du Covid. Et c'est peut-être en grande partie derrière nous, mais on a tous en mémoire des décès, des mourir, des accompagnements de la fin de la vie et de l'après de la vie, qui nous ont marqués. On a vu une forme d'un manque d'humanité, pas parce que... Voilà, mais du fait de la situation, et c'est présent en arrière-plan dans la réflexion de tout le monde. Deuxièmement, il y a un consensus pour dire qu'on soit pour ou contre une évolution, ou qu'on doute, une évolution sur le fait que cette question ne peut pas être disjointe de la question des modalités justement qu'on met en œuvre pour soulager la souffrance et pour permettre de vivre jusqu'au bout dans de bonnes conditions. Alors on a beaucoup dit, le Comité national d'éthique le dit fortement dans son avis 139, une évolution législative sans renforcement des soins palliatifs ne serait pas éthique. On nous a dit aussi dans les débats, mais oui, mais il y a les soins palliatifs, mais enfin il y a aussi l'accompagnement des grands vieillards, et tout ce qui concerne la gériatrie, que ce soit en EHPAD, à domicile, aider à vivre bien jusqu'au bout. Et puis la psychiatrie, si on est sur des questions de souffrance, et notamment de souffrance psychique, la question du soutien à la souffrance psychique est évidemment importante. Et le dernier point de consensus, moi qui m'a beaucoup marqué, mais encore une fois, je vous ai dit que c'était des premières conclusions provisoires, c'est l'interrogation très forte de tout le monde sur à quoi nous engage notre obligation de solidarité. Et il n'y a pas d'un côté, nous semble-t-il, dans le débat des gens qui seraient, peut-être qu'il y en a quelques-uns des fanatiques de l'autonomie, la question que nous on a beaucoup entendue dans les débats, c'est qu'est-ce que c'est qu'être solidaire vis-à-vis de personnes qui sont dans des situations très diverses. Comment on fait pour ne pas oublier dans le débat qu'il y a des gens très fragiles, très vulnérables, très précaires, qu'il va falloir protéger, et comment on fait aussi pour faire qu'il n'y ait pas un abandon de certaines personnes en fin de vie dans des situations de détresse qui jusqu'à présent ne trouvent pas la réponse qu'elles mériteraient. Donc vous voyez que on est bien embêté pour vous dire qu'est-ce qu'ont dit les citoyens, les à peu près 500 citoyens que vous avez vus jusqu'à présent, dans ces 14 rencontres. J'essaye de brosser un portrait un peu nuancé et complexe. Je finis sur un point,
et puis après ce sera le moment de la conclusion. Il me semble qu'on a énormément entendu dans les débats l'ordre du symbolique. Il y a une façon qui pourrait être de résoudre la question qui nous est posée de manière un peu positiviste ou solutionniste. Un problème, je ne sais pas comment vous le nommeriez, on meurt mal en France, ou un problème, vous voyez, mais, et auquel il faudrait apporter une solution ou une réponse. Alors il y aurait un arsenal législatif, juridique, une organisation, peut-être même, vous voyez, bon. Les citoyens qu'on a rencontrés sont conscients de ça, il faut un cadre. Mais ils nous ont beaucoup emmenés sur ce qui était au-delà du cadre positif et sur la symbolique. Les gens, les résidents des EHPAD, ils nous ont dit « mais nous, on vit beaucoup avec nos morts. On pense à eux, on leur parle, on parle d'eux aux jeunes. » Vous voyez, c'est pas un monde rationnel, de pure rationalité, du pur positivisme. Ils nous ont beaucoup parlé d'amour, ils nous ont parlé des familles, des endeuillés, de l'image qu'on donne à ses proches, selon la façon dont on se rapproche, on se rapporte à la mort. Donc ils nous ont emmenés, alors que nous on leur posait une question qui partait vers le législatif et le médical, ils nous ont emmenés eux plutôt vers le symbolique, l'existentiel, l'anthropologique. C'est très important de ne pas garder, que cette dimension ne disparaisse jamais du débat. L'importance des rites, l'importance des toilettes mortuaires, ça a été évoqué avec les chambres mortuaires tout à l'heure, et cette place de la mort dans la société avec ce résident d'EHPAD et ces résidents qui nous ont beaucoup dit aussi parler de la mort fait pas mourir. Et on a parfois du mal à trouver des interlocuteurs qui acceptent d'en parler avec nous, parce que nous on y pense, et on aimerait pouvoir en parler. Donc, vous voyez toute la difficulté de ce débat, à la fois très très intime, très très complexe, qu'on pose sur la scène publique. Donc, bien entendu, il y aura une restitution beaucoup plus construite, nuancée et finalisée que ce que je viens de faire, mais on voulait quand même vous donner un petit aperçu, sachant que nous, on est à peu près à mi-parcours. Merci beaucoup.